Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopolitis consacré au climat. Il a plu au sommet de la calotte glaciaire au Groenland à plus de 3000 mètres. Un exemple frappant du réchauffement avec la multiplication des catastrophes climatiques cet été. L'achat de droits à polluer, tout comme la compensation carbone en plantant des arbres pour prendre l'avion, séduit les industriels. Un mécanisme très critiqué. 59% des jeunes de 16 à 25 ans dans différents pays du Nord comme du Sud se disent très inquiets du changement climatique. C'est la génération Greta Thunberg. Le 1er novembre s'ouvrira à Glasgow, en Écosse, la COP26, la 26e conférence annuelle des parties prenantes à la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. Derrière ces dénominations un peu absconses, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Souvent galvaudé, l'adjectif « crucial » appliqué à cette COP26 pèse cette fois de tout son sens. Le 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat, publié en août, est, au dire même d'Antonio Guterres, une alerte rouge pour l'humanité. Si nous n'engageons pas des mesures immédiates pour réduire les gaz à effet de serre, la barre fatidique de 1,5 degré de réchauffement sera atteinte d'ici 2031, avertit le GIEC. Les conséquences sont déjà là. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes a été multiplié par 5 ces 50 dernières années, inspirant en 2002 cette formule restée célèbre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Le réchauffement est un défi gigantesque, impliquant des sacrifices difficiles à faire accepter, comme nous le verrons avec notre invité Julia Tass, qui co-dirige l'Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques. Mais les événements extrêmes de cet été risquent de devenir la norme si rien ne change. Cet été, la pluie est tombée pour la première fois au sommet du Groenland à plus de 3000 mètres d'altitude, avec des températures qui ont atteint 23,4 degrés au nord et des moyennes 10 degrés au-dessus de la normale. La glace fond 2 fois plus vite, alimentant la montée des océans. Quand on observe le paysage, on voit bien la quantité de glace qui a disparu en 20 ans. Avec des conséquences sur la biodiversité. 2/3 des ours polaires pourraient disparaître. La planète se réchauffe, comme ici à Lytton, au Canada, un village détruit par les flammes où il a fait 49,6 degrés en juin. La dernière période de 5 ans a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures, en 1850. Du Canada à la Kabylie, où l'on se bat contre les flammes à main nue, à la Chine submergée, les victimes des événements extrêmes liés au changement climatique se comptent par centaines. En Allemagne et en Belgique, les inondations de la mi-juillet ont fait au moins 224 morts. Plus alarmiste que jamais, le dernier rapport des experts intergouvernementaux sur le climat du GIEC exclut pour la première fois un réchauffement lié aux événements naturels. Limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 comme le veut l'accord de Paris, semble hors d'atteinte. Nous avons déjà dépassé d'environ 1 degré la moyenne de l'ère pré-industrielle et on pourrait atteindre les 1,5 degrés dès 2031. Avec la quasi-certitude, selon l'ONU, de monter de 2,7 degrés à la fin du siècle, même si les États appliquent leurs engagements de réduction actuelle du CO2, moins 55% pour l'Union européenne, moins 50% pour les États-Unis d'ici 2030, neutralité carbone pour la Chine d'ici 2060. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et les conséquences seront catastrophiques. L'an passé, la planète a émis 32,2 milliards de tonnes de CO2 issues de la combustion des carburants, en baisse de 2 milliards en raison du Covid.
Mais l'ONU prévoit une augmentation annuelle de 2% des émissions pour la prochaine décennie. Une des conséquences les plus visibles, la menace de submersion des villes littorales et des États insulaires avec la montée des eaux. Nous avons constaté un effet sur nos zones côtières. Et la côte représente près de 70% de notre pays. Le dérèglement climatique et ses catastrophes vont provoquer des migrations considérables. 7 millions de déplacés internes aujourd'hui, 216 millions à l'horizon 2050 selon la Banque mondiale. Même si la Convention de Genève de 1951 peut s'appliquer dans certains cas, le statut de réfugié climatique n'est toujours pas reconnu, alors que certains n'auront d'autre choix que de quitter leur pays. Des pays fragiles qui ont vu se réduire de 100 à 80 milliards de dollars l'aide annuelle des pays riches pour atténuer les effets du changement climatique. Bonjour Julia Tass. Bonjour. On vous retrouve au Géopolitique de Nantes, organisé par l'IRIS, dont vous êtes responsable du programme Énergie, Climat, Sécurité. Alors, le réchauffement climatique a une conséquence géopolitique majeure, évidemment. Il accroît les inégalités nord-sud. Et on vient de voir que les pays riches rechignent à payer ce qu'ils doivent. Il manque 20 milliards sur les 100 milliards promis. Ça augure mal quand même des relations nord-sud à la COP26. Alors c'est un problème qui est récurrent, ce n'est pas un problème qu'on va observer seulement lors de la COP26, mais effectivement, ça fait des années que le Fonds vert pour le climat que vous évoquez, donc les 100 milliards, sont loin d'être atteints, et ça fait des années qu'il y a des discussions assez compliquées autour des financements que les pays les plus émetteurs de carbone pourraient devoir aux pays qui subissent le changement climatique. Donc il y a effectivement ce Fonds vert pour le climat qui aide les pays les plus pauvres à s'équiper à la fois pour permettre un développement économique et puis à s'équiper pour s'adapter au changement climatique. Donc les deux facettes du changement climatique, enfin de la lutte contre le changement climatique, l'atténuation des émissions et l'adaptation. Et un autre sujet qui va également être évoqué à la COP26, c'est celui des pertes et dommages, c'est-à-dire que certains pays du Sud qui sont déjà touchés par les impacts du changement climatique demandent à être remboursés, à avoir une compensation financière de la part des pays du Nord pour ces dommages. Justement, ça fait partie des choses que le grand public, on va dire, a du mal à comprendre. C'est des conférences très compliquées, ça prend des années. Alors, est-ce que cette COP26, dont tout le monde dit qu'elle est cruciale, est-ce qu'elle peut sauver le climat ? C'est une question très très vaste. Alors, elle ne va pas sauver le climat, et je pense que c'est pas une révélation que de le dire. Elle va participer à tout un processus qui effectivement est très long, puisqu'il a commencé dans les années 90, très complexe, mais qui aide les acteurs publics et les acteurs privés à s'engager pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, sans ça, il n'y aurait pas d'action, il y aurait une inaction totale. Donc on peut au moins se féliciter de ces engagements et de ces mises en œuvre, souvent, de politiques publiques ou de projets privés pour réduire les gaz à effet de serre, mais on ne va pas sauver le climat avec la COP26. On va aller vers une réduction de nos impacts, mais on ne sauvera pas le climat. Et d'ailleurs, qu'est-ce que sauver le climat ? C'est encore une question philosophique. Mais justement, dans l'historique de toutes ces conférences, quelles sont les avancées majeures, finalement ? Alors, l'accord de Paris est une avancée majeure, parce qu'il a permis de changer le système. On est passé d'un système où c'est le secrétariat et finalement sur la base de production scientifique qui émettait des objectifs qui devaient être appliqués ensuite par les pays. Or, un pays a un intérêt national, donc il était souvent compliqué pour ce pays de répondre à ces objectifs qui lui venaient d'en haut, entre guillemets, donc c'était plutôt descendant. Et l'accord de Paris c'est une révolution totale puisqu'on est passé d'un système descendant à un système ascendant, c'est-à-dire que ce sont les pays qui établissent leurs propres objectifs en prenant en compte les possibilités financières qu'ils ont, politiques, sociales, pour se fixer des objectifs et contribuer ensemble à la réduction des émissions. Mais sans contrainte, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende, effectivement. Et ça, c'est un point clé. Il y a des chercheurs qui proposent que cette gouvernance climatique soit reliée à une autre forme de gouvernance, qui est par exemple celle de la gouvernance économique, avec l'Organisation mondiale du commerce, où il y a des sanctions quand on ne respecte pas les règles. Et ces sanctions-là sont en général perçues comme des menaces par les pays, puisque ça va avoir un impact sur leur économie. Donc est-ce que
on ne peut pas relier les engagements climatiques à des sanctions d'une autre gouvernance, d'une autre forme de gouvernance, telles que des sanctions économiques ou politiques. C'est une vraie question. Mais effectivement, aujourd'hui, en dehors de la propre machine interne des États, où il peut y avoir des conséquences, les États ne sont pas responsables devant une organisation mondiale du non-suivi de leurs propres engagements. Alors, les conclusions du GIEC, on les a vues, c'est assez effrayant. En gros, on est déjà 1 degré de plus qu'à l'ère pré-industrielle. On va atteindre les 1,5 degré d'ici une dizaine d'années. Est-ce que ça ne va pas créer du découragement, finalement? On va se dire, on n'y arrivera jamais. Alors, il y a une autre bonne nouvelle dans le rapport du GIEC qui est parfois un peu complexe à comprendre. C'est que les scientifiques ont établi que le changement climatique était directement lié aux émissions anthropiques, donc aux émissions qui provenaient des activités humaines. La bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, c'est que si on arrête les émissions, il est prouvé que le système climatique va directement se rééquilibrer. Alors directement, on parle de dizaines d'années, mais en fait, avant, on pensait que l'inertie que nos émissions allaient provoquer au sein du système climatique allait durer pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et que tout ce qu'on faisait aujourd'hui était finalement bloqué. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que si on coupe drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, le système va se rééquilibrer dans les années à venir, et d'ici 2100, on pourrait ne pas dépasser les 2 degrés. Alors, autre point clé de cette COP26, évidemment, ça va être la compensation carbone. On fait le point sur ce mécanisme qui suscite un fort engouement avec Mélanie Ohayon. On se retrouve juste après. Cet été, l'Union européenne a réaffirmé son fameux pacte vert avec l'ambition de devenir le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En termes d'émissions de CO2, l'Europe est un poids lourd. À l'échelle des plus gros pollueurs, elle se classe en 3e place, juste derrière la Chine et les États-Unis. Pour réduire cette empreinte, les Européens misent depuis plusieurs années sur la logique du pollueur-payeur. Les émissions de CO2 doivent avoir un prix. Un prix sur le CO2 qui incite les consommateurs, les producteurs et les innovateurs à choisir des technologies propres. L'Union européenne crée en 2005 le premier grand marché mondial du carbone. Il fonctionne dans tous ses pays membres et aussi en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et depuis 2020 en Suisse. Ce marché oblige chaque année plus de 11 000 installations très polluantes à ne pas dépasser un certain plafond d'émissions de CO2. Concrètement, si à la fin de l'année les émissions dépassent la limite fixée, l'entreprise pourra acheter des quotas supplémentaires sur le marché auprès d'entreprises qui ont émis moins de CO2. Sinon, elle devra payer une lourde amende. Le problème est que pendant longtemps, le prix du carbone est resté à un niveau très bas, donc cela coûtait moins cher aux entreprises d'acheter des quotas supplémentaires plutôt qu'investir dans des installations moins polluantes. Depuis, l'Europe a durci son système et l'a élargi à l'aviation, au transport routier, au secteur maritime et au bâtiment. Le prix du carbone s'envole. Depuis 2018, la tonne de carbone dépasse désormais les 60 €. Un autre mécanisme existe au niveau international, la compensation de carbone, essentiellement engagée sous forme volontaire. L'idée est qu'une entreprise ou un particulier compense ses émissions en investissant dans des projets verts, comme la construction d'éoliennes en Turquie ou la préservation d'une réserve forestière dans le Jura. EasyJet déclare par exemple compenser entièrement ses émissions depuis 2019, notamment par des plantations d'arbres en Amazonie. Le problème est qu'il est très difficile de vérifier si ces projets apportent un réel bénéfice climatique. Au final, la planète continue de dépendre largement des combustibles fossiles, une dépendance à hauteur de 80% qui n'a pas diminué en 10 ans. Alors cette compensation volontaire, compensation carbone, c'est souvent comparé au marché des indulgences. On s'achète une bonne conscience. C'est une comparaison qu'il faut peut-être un peu nuancer. Mais effectivement, l'idée, c'est que les émetteurs, donc les entreprises ou les États, puissent acheter le droit d'émettre. Donc effectivement, il y a le droit de faire quelque chose qu'on considère comme mal. C'est une question épineuse parce que ce qui a été prouvé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prix, ça ne coûte rien d'émettre ou de polluer. Or, c'est ça qui peut pousser les acteurs privés à intégrer
l'effet néfaste de leurs émissions à leur comptabilité et qui va les pousser à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça le but de la compensation. Mais pourtant, le prix justement de la tonne de carbone sur ce marché européen, il a atteint des records, il a plus de $60, il a doublé en 6 mois. Ça commence à devenir un impact pour les entreprises qui pourraient être amenées à décarboner finalement plutôt que d'acheter des droits de polluer. Oui. On espère en fait que cette incitation va les amener à décarboner au lieu effectivement d'acheter de quoi compenser. Là où il y a encore le bas blesse, et c'est justement l'objet également de cette COP26, c'est l'article 6 qui a trait au marché carbone, puisque aujourd'hui vous parlez d'un système qui est au niveau européen, il y a d'autres systèmes en parallèle en Chine et aux États-Unis, mais ces systèmes ont des prix différents à la tonne de carbone et ils ne couvrent qu'une partie du territoire des pays concernés. Quand il s'agit de l'Europe, il s'agit des membres de l'Union européenne, mais quand il s'agit de la Chine, ça va être de certaines régions dont on parle, et pareil pour certains États américains. Donc il faut que ce soit globalisé, et là il y a un vrai enjeu. C'est ça, et ça c'est un des enjeux qui va être discuté. Exactement. On s'aperçoit aussi que le prix de l'énergie est en train d'atteindre des sommets. Le gaz a doublé, l'électricité coûte 30% plus cher en Espagne, avec effectivement aussi ce prix de la tonne carbone. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment, un conflit entre le climat et le social? Parce que c'est vrai que les gens ne vont pas pouvoir payer leurs factures au bout d'un moment. Alors, je ne pense pas qu'il y aura de conflit entre le climat et le social, puisque la solution au cœur de ces deux enjeux, c'est l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, ça coûte cher de se chauffer, ça coûte cher d'utiliser parfois certaines formes de gaz ou d'électricité pour nos activités au quotidien, parce que nos maisons sont peu isolées, et donc on va payer des fournisseurs d'énergie pour chauffer l'extérieur. Donc évidemment, il y a un problème. En fait, il faut que, d'une part, l'ensemble des logements soient efficaces en énergie, isolés énergétiquement, et puis que les appareils qu'on développe soient moins énergivores également. Et la dernière solution, qui est un système économique intéressant, c'est que on paye pour un service, c'est-à-dire par exemple l'électricité, et ça va être dans l'intérêt du fournisseur d'isoler notre logement pour que lui ait moins d'énergie à nous fournir. Et ça, c'est un autre système, c'est-à-dire qu'au lieu de payer le kilowattheure ou le gaz, on va payer le service, et le fournisseur va avoir un intérêt à nous équiper avec une maison ou des équipements moins énergivores. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre des années, refaire de l'isolation, des maisons, etc. Entre-temps, les gens, il faut bien qu'ils vivent, qu'ils payent les factures. On a vu ce qui s'était passé en France avec les Gilets jaunes. Est-ce que ça, c'est pas un risque tout de suite là, pour les gouvernements? Il y a des élections bientôt en Allemagne, il y en aura eu, en France bientôt. Ça c'est un enjeu à prendre en compte. C'est un enjeu à prendre en compte, mais il y a aussi beaucoup de politiques publiques qui s'en occupent, notamment des chèques pour subventionner le fait d'isoler son logement, des chèques qui peuvent être aussi adressés aux familles les plus démunies pour payer leur électricité et leur gaz. Donc finalement, il faut que les États mettent en place ce type de politique publique pour compenser la transition énergétique et le coût que ça peut avoir pour les classes sociales les moins favorisées. Alors évidemment, si on élargit un petit peu, il y a des risques géopolitiques majeurs avec les changements climatiques. On a parlé des migrations. Quelles sont selon vous les régions les plus en tension dans le monde en ce moment? Alors, ça ne va même pas être selon moi, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont là. Il y a des régions qui sont plus exposées aux impacts des changements climatiques dès aujourd'hui. Ça va être l'Asie du Sud-Est, par exemple, l'Asie du Sud, toute la bande sahélienne, la Méditerranée également. Et ce sont également des régions qui sont très densément peuplées. Donc, il n'est pas très compliqué de faire l'équation et de se dire que ce sont les peuples de ces régions-là, et notamment des villes dans ces régions, qui vont être le plus impactés par le changement climatique dans les années à venir. Et on peut également s'intéresser à la hausse du niveau des eaux et regarder où les deltas, par exemple, où les îles vont être exposées à des submersions marines importantes. Et là, on peut s'attendre justement à des mouvements de population très importants? Alors, on peut s'attendre à des mouvements de population. Souvent, ces populations-là vont aller à côté, puisqu'il n'est pas facile de quitter tout ce qu'on a pour des raisons physiques. Souvent, c'est un cyclone, une tempête, etc. Donc, on n'est pas préparé à s'en aller.
et on doit s'en aller dans la précipitation. Donc en général, on ne va pas très loin, on va à côté. Et ça, c'est le cas pour les zones dont on a parlé tout de suite, mais c'est aussi le cas pour des zones comme en Europe, où on a vu cet été qu'il y a eu des inondations massives. Les gens qui ont fui ces inondations ne se sont pas rendus dans un autre continent. Ils sont allés voir leur famille ou leurs amis pour être hébergés pas très loin. Eh bien, merci Julie Attas. On arrive au bout de cet entretien. C'était un plaisir de vous retrouver ici à Nantes et on suivra évidemment la COP26 et cette COP de la dernière chance, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'apparition tonitruante de Greta Thunberg au Forum de Davos en 2019 a montré la détresse et la volonté de se battre de toute une génération, celle qui sera confrontée aux conséquences des actes de leurs parents et grands-parents, une génération marquée par un phénomène nouveau, l'éco-anxiété. C'est un sujet d'Olivier Colère. Le réchauffement climatique affecte de plus en plus de jeunes touchés par l'anxiété liée au changement climatique. Dépression, peur de l'avenir et un sentiment de grande impuissance. On est déjà dans le désastre écologique et dans la catastrophe écologique la plus complète. On nous le dit depuis 50 ans, la situation est terrible. On aurait dû amorcer une transition, on n'y est pas du tout, au contraire. Tous les indicateurs et tous les chiffres nous indiquent qu'on va au pire. Une jeunesse en proie au syndrome de l'éco-anxiété. Selon une étude menée par l'Institut Kantar, 56% des jeunes âgés entre 16 et 25 ans estiment que l'humanité est condamnée, 75% jugent l'avenir effrayant. L'espoir, je crois que je l'ai un peu abandonné. J'ai réalisé qu'on s'en sortira pas et tout, et c'est ça qui est le plus difficile. Les deux réactions fondamentales qu'on peut avoir, c'est un de la tristesse et deux de la colère, vraiment de la rage de plus en plus. On en veut vraiment même aux autres de ne pas réaliser, de ne pas changer. Le climat mobilise les jeunes générations, 15 000 étudiants. Une jeunesse qui se mobilise et s'inquiète pour son avenir. 39% hésitent à faire des enfants, 45% affirment que le changement climatique affecte leur vie quotidienne et entraîne des souffrances psychologiques. Criant leur désespoir en marchant dans les pas de l'icône suédoise de la jeunesse en rébellion, Greta Thunberg. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Pour conjurer l'urgence climatique, 6 jeunes Portugais ont décidé d'attaquer 33 pays, dont la Suisse, devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour contraindre les gouvernements à agir. Depuis 1990, plus de 1300 plaintes environnementales ont été déposées à travers le monde. En 2019, le gouvernement hollandais avait été condamné par la plus haute instance juridique des Pays-Bas pour son inaction dans la lutte contre le changement climatique. Les images apocalyptiques des inondations de cet été en Allemagne et en Belgique sont venues nous rappeler celle de la catastrophe de Brieg du 24 septembre 1993 qui avait fait 2 morts. C'est notre rubrique Ce jour-là. Alors ici à Brieg, c'est vraiment inimaginable. C'est un spectacle de désolation. Tout le quartier de la gare est enfoui sur plus de 2 mètres de boue, de limon, de détritus, de bois. C'est vraiment un spectacle qui est presque insoutenable. Les magasins, les commerces, les banques sont noyés, les entrées des hôtels aussi sont enfouies sous, je vous dis, 2,50 mètres de boue, de terre. Certains habitants, conscients des problèmes écologiques qui nous attendent, sont restés traumatisés par l'événement. Ça aurait pu être pire. Une telle catastrophe pourrait du reste se reproduire. On a dit que c'était la catastrophe du siècle.
Mais un an plus tard, elle a failli se reproduire. On constate de plus en plus que ces catastrophes dites du siècle deviennent de plus en plus des événements de la décennie. Il faut s'attendre à ce que les régions de pergélisol subissent des dégels à la suite des augmentations de température. En fait, elles pourraient être pires que celles que nous avons subies. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion et ne pas perdre espoir, le dessous des cartes d'Arte s'est posé la question « Le salut viendra-t-il des villes ?» Voici 30 grandes villes du monde qui ont déjà commencé à baisser leurs émissions pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, notamment avec des bus propres, des bâtiments moins énergivores et des politiques zéro déchet, comme par exemple à San Francisco, où plus de 80% des déchets sont réutilisés. Est-il réaliste d'imaginer l'électrification du parc automobile alors que se profile une pénurie des métaux rares nécessaires aux batteries? France Culture ouvre le débat. Pour le cobalt ou pour le nickel, pour prendre deux métaux assez courants, l'AIE parle d'une multiplication par 20 des besoins, c'est-à-dire de la production mondiale. Un point de vue très différent et qui remet en cause la décroissance issue du rapport Meadows de 1972 est à lire sur la revue en ligne Telos. Et enfin, cette interview choc à lire dans le magazine en ligne Reporter de l'écrivain indien Amitav Ghosh, pour qui le défi de la crise écologique est avant tout géopolitique avec la culture de domination de l'Occident. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir d'être en compagnie de Cédrine Verguin qui rejoint l'équipe de Géopolitis, au nom de laquelle je vous remercie de votre fidélité exigeante. Portez-vous bien.